Seconde partie de ce numéro de votre émission Invité Afrique avec le ministre togolais des Affaires étrangères, de l'intégration régionale et des Togolais de l'extérieur, professeur Robert Doucet, qui nous fait l'honneur de nous accorder cet entretien. Monsieur le ministre, ce n'est un secret pour personne. Le monde entier a les yeux de Chimène pour l'Afrique. Comment la diaspora peut-elle aider le continent à tirer parti de son potentiel ? Je pense que la diaspora a un rôle important à jouer sur le continent africain. Non seulement, comme je vous le disais, elle contribue énormément à plus de 100 milliards de dollars au niveau du continent africain. La diaspora doit s'impliquer de plus en plus pour le développement de chacun de nos pays. Et en ce sens, le 9e congrès que nous sommes en train de préparer va toucher du doigt le rôle exact que la diaspora africaine, quand nous disons ici, il faudrait aussi le noter, la diaspora africaine et les afro-descendants doivent jouer. Nous apprécions aujourd'hui ce rôle qu'ils jouent déjà dans chacun de nos pays et sur le continent. Mais la diaspora a des propositions à faire. Nous les connaissons plus ou moins. Il y aura une session qui sera réservée uniquement aux préoccupations et au rôle que doit jouer la diaspora sur le continent africain. Et nous espérons que nous nous reverrons d'ailleurs pour ne pas parler en lieu et place de cette diaspora, que les propositions faites par la diaspora lors de la session qui sera consacrée à la diaspora parmi les 6 sessions prévues avant la tenue du 9e congrès, vous sera révélé et vous verrez vous-même ce que c'est diaspora. Mais pour nous, aujourd'hui, en tant que gouvernants, nous n'avons plus que besoin de la contribution de la diaspora et des afro-descendants. Et c'est important parce que quand on parle souvent de contribution, on pense que certains pensent à des contributions financières. Non. D'abord, les ressources humaines. Vous ne pouvez pas imaginer les ressources humaines que nous avions, tout le potentiel humain que nous avions au niveau de la diaspora. Vous savez, parfois, sur le continent africain, nous faisons appel à certaines expertises non africaines. À la vérité, plus de 50% de ces expertises sont au niveau de la diaspora. C'est à nous d'aller vers cette diaspora ou de les inviter à venir. Et ça nous coûte d'ailleurs moins cher de le faire, mais pour les raisons que vous saviez, ce n'est pas le cas. Et cette ressources humaines, cette expertise, cette intelligence que nous avions parmi la diaspora et les afro-descendants, nous en avions besoin pour construire notre continent. Et c'est indispensable aujourd'hui. Sous votre casquette de diplomate, vous êtes témoin des bouleversements géostratégiques de ces dernières années et qui ont exacerbé la guerre d'influence des grandes puissances sur le continent. Comment se réinventer, puisque c'est de ça qu'il s'agit lors de ce 9e congrès panafricain de Lomé, pour sortir le continent de ce rôle d'arrière-coup, afin que le continent puisse s'affirmer, monsieur le ministre. Vous saviez, le problème que nous avions aujourd'hui, c'est que nous avions le sentiment que nous ne sommes pas écoutés par certains dans le monde, ou les grandes puissances, pour faire simple. Nous avions décidé aujourd'hui d'être nous-mêmes. Nous avions décidé aujourd'hui de voir les intérêts de chacun de nos pays, les intérêts du continent africain. L'Union africaine a décidé il y a quelques années d'avoir une initiative qui est celle de parler, d'avoir une seule voix. Et c'est ce que nous essayons de faire de plus en plus. C'est-à-dire, à la vérité, nous sommes conscients que nous sommes un peu comme une caisse de résonance pour certains. Quand ils ont besoin de nous, ils nous appellent, ils nous utilisent pour atteindre leurs objectifs, pour leurs intérêts, et puis après ils nous lâchent. Aujourd'hui, nous leur disons non. Et vous le saviez, lors de la 77e session de l'Assemblée générale des Nations unies, lors de la déclaration faite au nom du président de la République du Togo, nous l'avions dit clairement. Nous voulons être nous-mêmes, prendre nos décisions pour les intérêts de nos populations et de nos États. Mais nous utiliser les uns contre les autres, pour certains intérêts contre les autres, nous n'en voulons plus. C'est l'esprit aujourd'hui que nous partageons. Et d'ailleurs, sur cette question, vous vous en souvenez, il y a quelques semaines,
nous avions eu ici, à Lomé, une initiative informelle qui est l'Alliance politique africaine. Les membres fondateurs de l'Alliance politique africaine, qui sont issus des 5 parties du continent africain ici, sont dans cette dynamique-là. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous avions dit qu'il nous faut une alliance pour travailler ensemble, pour défendre les intérêts des populations et des peuples africains. Monsieur le ministre, l'Afrique peut-elle parler d'une seule et même voix lorsque certains ont le sentiment qu'on a plutôt plusieurs Afriques? Vous aviez sûrement raison, mais pour parler d'une même voix, il faut d'abord être conscient qu'on ne parlait pas d'une même voix. Aujourd'hui, l'avantage que l'Afrique a, c'est que nous sommes conscients que nous ne parlons pas d'une même voix. Parce que nous sommes conscients de cela, nous sommes en train de nous organiser, nous sommes en train de travailler ensemble pour qu'on puisse parler d'une seule voix, et c'est possible. Vous saviez, quand il s'agit par exemple de défendre les intérêts du continent africain, d'avoir des candidats africains au niveau des organisations internationales, parce qu'on en parle au niveau des institutions internationales, quand l'Afrique a parlé d'une seule voix, mais l'Afrique a gagné. Et nous, en tant que Togolais, nous avions des exemples. Nous avions notre compatriote, M. Humbo, ancien Premier ministre, qui est aujourd'hui directeur général de l'Organisation internationale du travail, a été soutenu à la fois par une décision de la CEDEAO et une décision de l'Union africaine. Quand il a été candidat, il a été élu comme candidat africain parce que toute l'Afrique a voté pour lui, et bien sûr avec des partenaires du continent africain. Nous avions d'autres exemples. Par exemple, à l'OMS, la Nigériane, qui est la directrice générale de l'OMS. Nous avions le directeur général, non, la directrice, la Nigériane, c'est de l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, et pour l'Organisation mondiale de la santé, l'Éthiopien Tedros. Donc nous avions des exemples comme ça, et chaque fois que l'Afrique se présente, et l'Afrique se présente avec une seule voix, l'Afrique est toujours gagnante. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison que je voudrais vous dire, j'imagine que vous le saviez, et c'est important que l'on le sache, le Togo a un candidat pour l'Organisation mondiale de la douane, qui est notre compatriote, le commissaire Tchodié, qui est candidat. Et nous sommes en train de mobiliser le continent africain, le seul d'ailleurs sur les 3, à être choisi, donc le seul Africain, pour que les Africains puissent soutenir la candidature de notre compatriote Tchodié. Donc ce n'est pas le Tchodié comme personne, ce n'est pas le Togo, mais c'est le continent africain. C'est toute l'Afrique. Et chaque fois que toute l'Afrique soutient un candidat africain, nous sommes toujours les gagnants. Monsieur le ministre, à quel principe fondateur réfléchissez-vous quant au renouveau que vous voulez du panafricanisme aujourd'hui? Le premier renouveau que nous voulons du panafricanisme est d'abord dans les mentalités. Il nous faut changer de mentalité nous-mêmes. Il nous faut changer notre perception des choses nous-mêmes. Et c'est le plus important. Parce que quand nous le changeons, nous faisons la déclinaison sur les questions qui touchent par exemple à l'éducation, à notre identité. On parle du panafricanisme, nous sommes des Africains, mais malheureusement, comme vous et moi, beaucoup d'entre nous, quand ils réfléchissent dans des langues étrangères. C'est pourquoi nous avions développé le concept de l'africanophonie. Il faut valoriser nos langues. Toutes les puissances aujourd'hui dans le monde que nous citons réfléchissent et apprennent les sciences dans leur langue. La Chine, qui vient de loin, tout se fait en chinois d'abord. Le chinois réfléchit en chinois d'abord, avant de parler les langues étrangères. Nous sommes même choqués, voire surpris, de voir un pays comme la Corée du Sud. En 1960, chers amis, la Corée du Sud avait le même niveau de développement que certains pays africains, comme le Ghana. Regardez aujourd'hui la Corée du Sud. Dans ces pays et qu'ils n'arrivent pas à l'être sur... Mais vous saviez, c'est d'abord au niveau de la mentalité. Quand vous arrivez, vous êtes en Corée, le Coréen pense d'abord en coréen, avant de penser dans une langue étrangère. Quand nous ne valorisons pas nos langues, quand nous ne changeons pas cet esprit en nous, et nous sommes plutôt habités par un esprit extérieur, nous ne pouvons pas réussir. Donc moi, je pense que le changement de mentalité, par les Africains eux-mêmes, ne condamnons personne. C'est à nous
de changer cette mentalité. C'est à nous de valoriser nos cultures, de valoriser nos langues, d'éduquer nos enfants dans nos langues. Avant les langues étrangères, c'est le chemin de la réussite. Comment pouviez-vous comprendre qu'on nous apprend les mathématiques, toutes les sciences, on les apprend dans les langues étrangères? Alors, vous pensez qu'on peut arriver à l'enseignement dans notre pays, en Kabylie, en Evé par exemple? Ça n'a jamais été fait. Je crois que revisiter l'histoire du Togo, vous verrez qu'il y a quelques années, il y a des cours de Kabylie, d'Evé, et même d'autres langues qu'on peut développer dans une école, il y avait des cours. Pourquoi nous ne le faisons plus? On est capable de le faire. Dans certains pays africains, les gens pensent dans leur langue. Vous savez, c'est important pour mobiliser des hommes et des femmes, pour former par de l'éducation. Donc, dès les premiers âges, il faudrait que ça soit dans nos langues et dans nos cultures. N'empêche qu'arrivé à un certain niveau, vous allez voir que les gens vont... on n'a pas le choix de parler dans les langues étrangères, mais il faudrait commencer dans notre... Je vais vous donner un autre exemple, qui est un exemple d'actualité. Vous connaissez la force aujourd'hui du Rwanda dont tout le monde en parle? La force du Rwanda, c'est que le président Kagame, avant lui, et il l'a mieux introduit aujourd'hui, quand vous êtes avec les Rwandais, ils font presque tout en Kinyarwanda. Ils écrivent, l'école, ils commencent en Kinyarwanda, dans leur langue, et évidemment, c'est le français, c'est l'anglais, c'est les autres langues étrangères. Tout commence par le Kinyarwanda, et ne soyez pas surpris de voir que les Rwandais aujourd'hui ont une vision qui est celle de leur peuple et de leur président, que nous saluons de passage, et également qui fait que le Rwanda est cité aujourd'hui comme exemple. Mais c'est que ça s'est fait dans leur langue. Réinventer le panafricanisme en prenant en compte les préoccupations des peuples africains, de la diaspora et des afrodescendants. Monsieur le ministre, quelles sont les aspirations exprimées par cette diaspora et ces afrodescendants? Qu'est-ce que vous voulez dire par aspiration? Les aspirations, nous les connaissons. Oui, justement, est-ce que vous avez leurs préoccupations? Nous connaissons les préoccupations, c'est ce que nous vous disons, qu'une session sera consacrée à cette 6e région de diaspora et des afrodescendants. Mais cette préoccupation, nous ne voulons pas parler à leur place, parce que vous aurez l'occasion vous-même d'échanger bien avant, ou peut-être lors du 9e congrès l'année prochaine à Lomé avec les frères et sœurs de la diaspora et des afrodescendants. Mais leur préoccupation est claire. Il s'agit essentiellement de faire développer le continent africain. Il s'agit essentiellement de faire occuper à l'Afrique la place qu'elle doit occuper, que ce continent doit occuper dans le concert des nations. Aujourd'hui, quand vous êtes africain, vous êtes afrodescendant, vous connaissez la part qui est réservée aux afrodescendants dans le monde entier, dans toutes les situations. On a l'impression qu'on est toujours les derniers de la classe, on a l'impression qu'on est piétiné, on a l'impression qu'on est humilié, on a l'impression de... Et c'est ça que nous ne voulons plus, en fait. Monsieur le ministre, au début de cet entretien, vous avez souligné l'expérience de votre pays en matière de prise en compte des préoccupations de la diaspora. Quelle est cette success story togolaise que vous souhaiteriez partager avec les autres pays lors de ce 9e congrès panafricain de Lomé? Non, vous saviez, sur le plan, je crois que je suis mal placé pour répondre à cette question. J'aurais souhaité que vous la posiez à nos compatriotes de la diaspora. Mais vous savez, aujourd'hui, je crois que nos frères et sœurs de la diaspora sont très contents de rentrer au Togo parce que le gouvernement a ouvert le Togo à toutes nos sœurs et à tous nos frères qui viennent, qui sortent. Il y a un guichet diaspora, tous les Togolais qui veulent contribuer sont accueillis au sein du guichet. Il y a la maison de la diaspora où les problèmes sont recensés. Il y a beaucoup de compatriotes qui ont déjà commencé d'ailleurs, qui ont des petites et moyennes entreprises qu'ils ont ouvertes ici. Et cette contribution, ce désir de voir la diaspora s'approprier les préoccupations des Togolaises et des Togolais de l'intérieur est réelle. Et donc cette diaspora, à mon avis, il y a toujours des choses à refaire. Hein. Aucune œuvre humaine n'est parfaite, nous le reconnaissons. Et nous nous excusons chaque fois que nous n'arrivons pas à le faire. Mais il y a une volonté réelle de travailler avec la diaspora. Et nous sommes contents d'accueillir nos frères et sœurs de la diaspora togolaise qui rentrent, qui contribuent au développement de leur pays, de notre pays, et qui posent des actions concrètes, qui sont des actions qui répondent
à la vision du gouvernement, à la vision du président de la République, et c'est pour nous tous. Donc, le success story, je dirais, c'est d'avoir nos frères et sœurs rentrer et contribuer pour le développement de notre pays dans différents domaines. Monsieur le ministre, vous savez que le continent africain est présenté comme un continent d'avenir, en raison surtout de la jeunesse de sa population. Mais au même moment, vous voyez aussi ces images de jeunes Africains qui périssent dans la Méditerranée parce qu'en quête d'un mieux-être. Est-ce qu'on peut chanter le panafricanisme lorsqu'on n'est pas en mesure de satisfaire ces besoins de cette jeunesse? Vous aviez parfaitement raison. Vous saviez, j'imagine que comme vous, quand à titre personnel, je vois ces images, moi j'ai honte. Honte d'abord en tant qu'Africain et honte aussi parce que c'est comme c'était un échec sur le continent quand on voit notre jeunesse, brave jeunesse, mourir dans les océans, dans les mers, en quête d'un avenir meilleur. Mais je reste persuadé que la solution, elle est africaine. Je reste persuadé que en déclinaison le panafricanisme dans les préoccupations parfois élémentaires de nos populations, nous pouvions résoudre ce problème. Parce que ce que nos jeunes vont chercher ailleurs, nous les avons chez nous. Nous les avons chez nous sur le continent africain, mais l'échec est qu'on ne semble pas être capable de leur montrer que l'avenir se trouve sur le continent africain. Et certains vont chercher l'avenir ailleurs. D'autres, c'est aussi la question des mentalités qui pensent que le mieux-être n'est pas chez soi, mais c'est ailleurs. Il y a ça aussi qu'il faut, au niveau des mentalités, à changer. Mais attention, nous avons des chiffres qui sont parfois aussi biaisés. Nous avions des images qui sont choquantes, mais vous pouviez le remarquer avec le dernier recensement des Togolaises et des Togolais de l'extérieur que nous avions fait, que la majorité de notre diaspora est sur le continent africain. Il ne faudra pas perdre ça de vue. Je parle du cas du Togo, où 70% de notre diaspora, 80, vit dans la sous-région. Les Togolais de l'extérieur sont beaucoup plus nombreux dans la sous-région et en Afrique qu'en Europe ou dans les Amériques, pour ne pas dire les États-Unis. Et c'est la même chose également sur le continent africain. En fait, les Africains sont éparpillés parce qu'on est subdivisé ou divisé en pays sur le continent africain que à l'étranger et que hors du continent africain. Mais évidemment, quand on voit des jeunes gens mourir sur les bateaux, etc., en traversant les océans, on est heurté par ça. Il faudrait le corriger. C'est un échec pour nous tous qu'il nous faut corriger. Monsieur le ministre, nous sommes arrivés au terme de cet entretien, mais avant de nous séparer, est-ce que vous avez un message particulier à lancer sur ce plateau? Je n'ai pas de message particulier que d'abord vous remercier pour l'excellent travail que vous faites. New World TV est une télévision panafricaine. Et je me réjouis que dans le cadre de la préparation de ce 9e congrès, nous aurons l'occasion de nous revoir. Et quand on voit votre success story avec la dernière Coupe du Monde et ce que vous êtes en train de faire, c'est une fierté en tant qu'Africain de vous avoir comme partenaire et une fierté en tant que Togolais parce que votre siège est ici au Togo. Et à l'endroit de la jeunesse africaine en général, je voudrais partager cette conviction que c'est le moment ou jamais de prendre notre responsabilité. L'Afrique nous appartient, l'Afrique appartient à la jeunesse africaine et c'est ensemble que nous pouvions changer le destin de ce continent parce que nous sommes africains et nous demeurons africains. C'est ensemble que nous allons changer le destin du continent africain. C'est le message du professeur Robert Doucet, ministre togolais des Affaires étrangères, de l'intégration régionale et des Togolais de l'extérieur. Merci à vous qui êtes restés en notre compagnie. À très vite pour un autre numéro de votre émission Invité Afrique.